Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Et voici tout de suite les titres de ce vendredi 18 septembre. Ils sont de retour sur les bancs de la fac. Comment s'organise cette rentrée particulière pour les 15 000 étudiants de l'université Savoie-Mont-Blanc? Nous le verrons sur le terrain et avec mon invité en studio, le président Denis Varachin. Elles sont satisfaites de l'été et tournent désormais leur regard vers l'hiver. Les stations Savoie-Mont-Blanc ont tenu leur traditionnelle réunion de rentrée à Paris ce vendredi. L'occasion de faire le point sur la saison d'hiver qui approche. Fanette de Buisson était sur place. Après plusieurs mois confinés et les vacances d'été, les étudiants de l'université Savoie-Mont-Blanc sont de retour dans les amphis entre gestes barrières et emploi du temps adapté. C'est une rentrée assez inhabituelle pour eux comme pour leurs enseignants. Reportage d'Aurore Briffaut. C'est une rentrée bien particulière. À Chambéry, sur le campus de Jacob-Belcombette, les étudiants ont retrouvé le chemin de l'université. Mais cette année, des règles bien précises seront à respecter. En plus des gestes barrières classiques, port du masque obligatoire, lavage des mains et distanciation sociale, les étudiants ne pourront pas tous être présents en même temps. Le début de l'alphabet a une semaine en présentiel et la semaine d'après à la maison, et inversement en fait. Quand c'est le début de l'alphabet qui est en cours, les autres sont à la maison, et quand c'est la fin de l'alphabet qui est en cours, c'est le début qui est à la maison. Une situation qui a obligé les professeurs à adapter leur manière d'enseigner. Ça nous oblige à réfléchir. Il est vrai qu'on n'enseigne pas de la même façon lorsque l'on enseigne quand on est tout seul devant son ordinateur et sur une plateforme ou lorsque l'on est en présentiel. Moi, ma peur avait été de devenir finalement un produit virtuel, c'est-à-dire d'être un enseignant que les étudiants n'ont jamais rencontré et d'avoir des étudiants que je n'ai jamais rencontrés. Et je pense que pour la transmission du savoir, tout simplement, il est important quand même de garder un lien, de créer un lien et de faire en sorte, surtout dans une université comme la nôtre, qui est quand même une université qui est très proche du territoire et proche de ses étudiants, de garder un contact. Je pense qu'on a réussi à le faire et qu'on réussit à le faire ici à la faculté de droit. Si vous choisissez quelque chose qui vous plaît, vous serez bon. Si certains cours se feront encore à distance, le retour sur le campus est une bonne nouvelle pour certains, après avoir travaillé seul chez soi pendant plusieurs mois. C'est rassurant, se dire qu'au moins on aura peut-être des cours avec des profs qu'on pourra les voir en vrai, et que justement on ne sera pas juste derrière un ordinateur et que les profs ils pourront pas répondre à nos questions aussi en présentiel, ils pourront répondre à nos questions plus être là pour nous. L'université Savoie-Mont-Blanc a mis en place un plan stratégique en 4 niveaux pour faire face au coronavirus. Actuellement au niveau 2, les mesures seront susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire. Et pour parler de cette rentrée et des défis qui attendent l'université Savoie-Mont-Blanc dans nos départements cette année, je reçois Denis Varachin, président de l'université Savoie-Mont-Blanc, qui me rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, l'université Savoie-Mont-Blanc regroupe 3 campus, celui de Jacob-Belcombette à Chambéry, mais également celui du Bourget-du-Lac et celui d'Annecy. Plus de 15 000 étudiants sont formés chaque année, même plus, vous allez nous le dire tout à l'heure. Avant d'évoquer ensemble cette rentrée, revenons sur l'année écoulée avec un contexte bien particulier. Comment l'université Savoie-Mont-Blanc s'est-elle organisée pendant ce confinement ? Et il faut dire, je crois que pour tout le monde, le confinement que nous avons connu au printemps a été une surprise. Donc nous nous sommes organisés, je crois, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire comme nous le pouvions, avec malgré tout un avantage, à savoir que depuis 2013, nous disposons en interne d'un département qui s'appelle Apprendre. Et comme son nom l'indique, il est dédié aux techniques pédagogiques, mais aussi aux nouvelles formes de pédagogie, et notamment utilisant des technologies qui permettent d'enseigner à distance. Et depuis cette date-là, tous les nouveaux enseignants qui sont nommés au sein de notre université doivent se former à leur arrivée dans notre université à ces nouvelles technologies. Donc il y avait déjà un petit fonds qui existait chez nous, qu'il a fallu nécessairement évidemment développer extrêmement rapidement, mais je crois que ça a été aussi une prise de conscience pour tout le monde qu'au-delà de la crise du Covid, de toute façon nous développons des doubles diplômes avec l'étranger qui nécessitent de travailler à distance. On nous demande de développer des campus connectés sur l'ensemble des territoires
qui nécessitent de travailler à distance. Et puis nous avons obtenu cette année le Saint Graal, à savoir une université européenne. Il y en a 41 en tout et pour tout dans l'Europe qui réunissent 280 établissements sur les 2000 à peu près qui existent sur le continent et qui doivent définir les universités de demain. Donc nous en sommes, ce qui est une très bonne nouvelle pour notre université et pour le territoire, mais également c'est une très bonne nouvelle parce que cela permet de comprendre que bien au-delà de cette crise sanitaire actuelle, aujourd'hui les méthodes d'enseignement sont en train d'évoluer. Un dernier mot sur l'année qui s'est écoulée. Est-ce que les étudiants ont pu passer sereinement leurs examens à la fin de l'année ? Alors, ils ont pu passer leurs examens, ils ont pu les obtenir ou ne pas les obtenir d'ailleurs, mais on va dire que globalement, aussi bien pour le baccalauréat que pour ce qui concerne l'université, notre ministre nous avait demandé de faire preuve de bienveillance vis-à-vis des étudiants qui ont dû quand même étudier dans des conditions un peu particulières. Mais au passage, nous avons pu remarquer que finalement, loin de développer le fameux décrochage dont on parle, eh bien, cette forme d'enseignement, au contraire, parfois même avait permis de retrouver un certain nombre d'étudiants qui étaient en difficulté parce que tout simplement, ils avaient des activités professionnelles pour financer leurs études. Finalement, cette crise a interrompu ces activités et finalement, on a eu des résultats qui, à la fois, sont dus probablement à cette bienveillance, mais sont dus également à des conditions différentes, finalement, de travail pour les étudiants. Vous les avez retrouvés en cette rentrée, ces étudiants. Est-ce que la rentrée s'est passée comme vous l'espériez ? Alors, nous les avons retrouvés. Je pense qu'ils étaient contents de retrouver l'université ou de la découvrir, d'ailleurs, puisque nous avions ces fameux néo-bacheliers qui découvraient pour la première fois l'université. Et c'est vrai qu'on a essayé d'être particulièrement présents à leur côté, parce qu'ils avaient eu déjà une année de terminale chahutée. Donc il fallait les recevoir de manière toute particulière à l'université cette année. Je pense que les anciens ont été contents de se retrouver entre eux et de retrouver leurs enseignants. Les enseignants ont été contents de se retrouver entre eux et de retrouver leurs étudiants. Et puis les personnels administratifs également. C'est-à-dire que je ne crois absolument pas en un enseignement en tout distanciel. Très clairement, ça correspond à des situations bien précises, telles que nous avons pu les évoquer. Mais en revanche, on va dire qu'une partie de distanciel et une partie de présentiel peuvent se combiner, mais demandent un très lourd travail pour les enseignants. Donc ce très lourd travail a été réalisé par certains d'entre eux dès cet été, d'autres l'avaient réalisé avant, puis d'autres le réaliseront probablement dans les mois ou dans les années qui viennent. On l'a vu dans le reportage juste avant, il peut y avoir une organisation en semaine en présentiel et puis en semaine à la maison. Est-ce que ça vous a demandé un investissement particulier en moyens techniques ? Est-ce qu'il a fallu équiper les amphis de caméras, de micros pour que ceux qui sont à la maison puissent suivre les cours également ? Oui, alors en effet, dès le mois de juin, en fait, peu après la sortie du confinement, nous avons réfléchi aux différents scénarios qui pouvaient se présenter à nous en cette rentrée. Donc il y a eu à la fois de la formation, mais d'ailleurs la formation, elle concerne aussi bien les enseignants que les étudiants d'ailleurs qui reçoivent ce type de cours. Et puis des achats importants de matériel ont été réalisés, d'ordinateurs, de tablettes, de caméras, de clés 4G, etc., etc. À la fois sur les fonds propres de l'université, un gros effort a été réalisé. Là, on a un surcoût actuellement qui est à peu près de l'ordre de 2,5 millions d'euros dans notre fonctionnement. Et puis cet été, nous avons une bonne nouvelle. Il y a eu un appel à projets qui a été lancé par notre ministère. 65 projets ont été déposés et déclarés recevables. 15 ont été sélectionnés. Nous sommes dans les 15, ce qui nous permet d'accéder à certaines ressources complémentaires, aussi bien des ressources sous forme de cours dans lesquels on peut aller piocher, de méthodologie, que des possibilités d'acheter du matériel ou de pouvoir également employer de nouvelles personnes parce qu'il y a besoin de support technique mais aussi de support humain pour ces nouvelles technologies. Quel est le protocole ? Vous avez peut-être déjà eu des cas de Covid depuis le début de l'année. Comment vous vous organisez face à ces cas ? Alors, il y a des cas de Covid dans toutes les universités de France et de Navarre, tout simplement pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont à l'université sont sans doute la population qui est la plus touchée. Donc, on nous a demandé d'être particulièrement vigilants. Et je vais vous expliquer un petit peu tout cela, mais notre grand souci actuel, c'est qu'alors qu'il y a des règles extrêmement strictes au sein de l'université et que nous nous efforçons de les faire respecter,
C'est vrai que dès que l'on sort du périmètre de l'université, il suffit d'être un citoyen lambda d'ailleurs pour s'en apercevoir, ces règles ne sont pas toujours respectées aussi strictement. C'est actuellement notre grand problème. Et si notamment ce sont aujourd'hui les étudiants de médecine, par exemple, qui sont les plus touchés par le Covid, ce qui pourrait apparaître quand même un petit peu étonnant, et en tout cas ce n'est pas très glorieux pour eux, dirons-nous, c'est tout simplement parce qu'il y a ces phénomènes d'intégration, de soirées qui sont organisés et où là les règles sont quelque peu oubliées. Voilà. Alors nous avons en effet des règles strictes sur le port du masque, sur la distanciation, sur l'aération, sur l'ensemble des gestes barrières qui s'imposent à nous. Et puis, nous sommes en relation avec les ARS qui, en fait, sont là pour nous apporter tous les conseils sanitaires. Nous n'avons pas à avoir, pour ce qui nous concerne en tant qu'université de diagnostic de santé, ce sont les ARS qui, ce rôle-là est dévolu. Mais nous travaillons en parfaite entente pour mettre en place un certain nombre de protocoles entre le moment où des cas sont repérés, nous sont signalés, et à partir de là, nous pouvons nous retourner vers l'ARS, quand ce n'est pas l'ARS d'ailleurs qui nous informe de ces cas, puisque c'est souvent elle qui a l'information en tout premier lieu. Et puis, à partir de là, il y a une prise en charge alors qui n'est pas systématique, qui n'est pas mécanique, c'est-à-dire que d'un cas à l'autre, en fonction des situations, on applique ou on n'applique pas un certain nombre de règles. Je peux vous dire par exemple qu'il y a eu un cas qui s'est produit à la maison de la mécatronique à Annecy, où là, comme c'était notre premier cas, nous avons été extrêmement prudents. Nous avons fermé la maison de la mécatronique pendant 2 jours. L'ensemble des locaux a été désinfecté. On a le sentiment aujourd'hui, où on commence à un petit peu mieux maîtriser les choses, que les procédures sont en train de s'alléger. Quand il y a par exemple aujourd'hui un cas dans un département, on dirait dans une classe si on était dans le second degré. Autrefois, toute la classe devait se retirer, le cours était suspendu, les enseignants également devaient rester chez eux à quatorzaine. Désormais, ce n'est plus le cas. C'est simplement la personne qui a été testée de manière positive avec les 2, 3, 4, 5 personnes que l'on a pu identifier qui sont les plus proches d'elle. En quelques mots, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais quels sont, mis à part la Covid, quels sont les autres défis qui attendent cette année l'Université Savoie-Mont-Blanc ? Eh bien, le grand défi, évidemment, il est double. C'est tout d'abord, c'est une année de respiration démocratique. Donc, je termine mon 2e mandat et donc il faudra que l'université se dote d'un nouveau président et d'une nouvelle équipe présidentielle. Et puis, deuxièmement, nous avons obtenu donc ce projet d'université européenne. C'est le seul projet piloté par une université italienne, puisque nous avons souhaité que Turin, université avec laquelle nous sommes extrêmement proches, dirige cet ensemble-là. Et le recteur de Turin, d'ailleurs, sera à notre côté la semaine prochaine pour la cérémonie de rentrée de l'université. Eh bien, merci beaucoup, Denis Varachin, d'être venu nous voir. Merci à vous. Et puis, les étudiants profiteront peut-être de la 37e édition des Journées du patrimoine. Cette année, elles ont pour thème l'éducation, justement. Alors, dans nos départements, de nombreux musées, monuments et autres lieux insolites vont ouvrir leurs portes pour l'occasion. Quelques idées en vrac, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Du côté d'Annecy, le musée Château, le Palais de Lille, le musée du film d'animation seront accessibles gratuitement. Vous pourrez aussi découvrir le collège Chapuisien ou encore le lycée Berthollet et la mairie école de Pringy. Albi nous invite également à découvrir son patrimoine. La ciergerie Blanchet ou encore le musée de la cordonnerie seront ouverts. À noter également le nouveau commissariat de police d'Annemasse au 9 rue des Glières accueillera le public, l'occasion de découvrir peut-être les missions de la police nationale. Attention, évidemment, tous ces lieux ont dû s'adapter à ce contexte de crise sanitaire. Il faudra bien sûr porter le masque et de nombreuses visites doivent également être réservées à l'avance pour un souci de gestion des flux de visiteurs. À l'occasion de ces journées du patrimoine, les archives départementales de Savoie ouvriront elles aussi leurs portes et proposeront au public l'exposition De Gaulle et les départements savoyards, un récit historique co-réalisé avec les archives départementales de Haute-Savoie. C'est un reportage d'Aude Frappin. Il y a un peu plus de 80 ans, le général de Gaulle lançait son appel à la résistance sur les ondes de la BBC à Londres. Un moment historique qui a marqué le début d'une série de plusieurs déplacements du général en Savoie et Haute-Savoie. Des visites qu'on retrouve tout au long du parcours de l'exposition avec un premier voyage privé en 1937. Il va rejoindre son beau-frère
qui fait de l'alpinisme à Pralognan. Et donc il va passer la journée à Pralot, ensuite il dort à l'hôtel de Brides-les-Bains, en bas de la vallée. Son dernier voyage, c'est l'inauguration du tunnel du Mont-Blanc à Chamonix en 65, là il est chef de l'État. Et entre-temps, il y a des voyages de chef de guerre, 44-45, Savoie, Haute-Savoie, de chefs politiques, civils. C'est le rassemblement du peuple français en 48 et 50 à Chambéry et Annecy. Et puis évidemment, le grand voyage, c'est 1960, où il passe dans les 2 préfectures et dans toutes les sous-préfectures des 2 départements savoyards pour le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. C'est à l'occasion de toutes ces visites qu'il a pu nouer un lien particulier avec les départements savoyards. Charles de Gaulle avait un lien très fort avec la Savoie. D'ailleurs, dans son bureau d'Angle à Colombey, où il a rédigé ses mémoires, sur la droite, il y a une petite bibliothèque et il y a une histoire de la Savoie d'Henri Menabrea dans cette bibliothèque. Il était passionné par l'histoire de France, de toutes ses provinces. Et même si la Savoie est la dernière province à être devenue française, il l'affectionnait tout particulièrement. Au fil de l'exposition, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de leur département et de leurs habitants à différentes périodes grâce à des documents d'archives uniques. Notamment des documents en lien avec les transformations économiques des années 60, des transformations touristiques, mais aussi en lien avec les voyages du général de Gaulle, donc des photographies de ces voyages, mais aussi des documents qui révèlent aussi une époque, qui nous permettent de mieux comprendre comment les Savoyards pouvaient vivre à la fois dans les années 40, mais aussi dans les années 60. Les photos où on voit le général de Gaulle à Glières, à Morette avec François de Menton en 1944, évidemment que ça vous tire les larmes. L'exposition est à découvrir ce week-end aux archives départementales à Chambéry ou en ligne sur le site savoiepatrimoine.fr. Elle partira ensuite en itinérance dans plusieurs villes de Savoie et Haute-Savoie. Chaque année, Savoie-Mont-Blanc Tourisme organise un workshop avec les stations savoyardes à Paris au sortir de l'été. L'objectif, entretenir le lien avec les journalistes de la presse parisienne et nationale. Ce sont eux qui contribueront à faire venir les touristes cet hiver en pays de Savoie. Alors que la saison d'hiver reste incertaine à l'heure du Covid, l'opération de promotion était particulièrement importante. Fanette de Buisson. Sous le soleil parisien, on parle ski, neige, raquettes et gastronomie. Comme chaque année, une soixantaine de stations réunies par Savoie-Mont-Blanc Tourisme est venue à la rencontre de la presse parisienne ce vendredi. C'est une très très belle vitrine pour nos stations, pour faire valoir effectivement les nouveautés de la saison. On est attendu au tournant chaque année par les journalistes, pour la plupart des fidèles qui viennent nous voir pour effectivement se renseigner un petit peu sur tout ce qu'on aura à proposer cet hiver en station. Donc nous, c'est un petit peu à la fois la rentrée des classes et puis un bel exercice de révision pour maîtriser nos sujets. Chaque station rencontre une vingtaine de reporters sur la journée pour promouvoir le domaine skiable, les activités ou encore les hébergements. Dans ces dossiers, ces discussions, de futurs articles, reportages, sujets, près de 90 journalistes sont présents. La particularité, c'est qu'il ait eu lieu, parce qu'il y a notamment d'autres massifs qui ont préféré faire des visioconférences à la place, en raison du contexte. Comme l'a dit Claudie Blanc, c'est important quand on vient, notamment à Paris, donc ça, finalement, on ne sentait pas que les Parisiens, mais c'est tous les médias nationaux. Quand on vient dire aux gens venez en vacances chez nous, c'est important de se déplacer pour leur dire on vient vous voir chez vous, pour vous inviter à venir chez nous. Forcément, le sujet Covid s'impose en cette année si particulière. Côté station, on rassure. Côté presse, on s'évade. C'est vrai qu'en effet, il y a une vraie demande et un questionnement pour rassurer, je pense, nos futurs clients sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour les accueillir dans la meilleure façon. Mais pour autant, il y a quand même toujours cette appétence sur nos nouveautés, qu'est-ce qu'on propose, les activités. Donc ça fait plaisir parce que certes, il y a ce contexte pandémique et c'est important de rassurer, mais on ne se focalise pas que là-dessus. Les Français, quand ils ont sur un JT qui fait 40 minutes, quand on leur a servi 10-15 minutes sur le Covid ou autre actu pas super intéressante, ils ont envie de sujets évasion, de sujets qui les étonnent, qui les séduisent, qui les surprennent. Et déjà, sur l'antenne de TF1, 13h, 20h week-end, c'est ce qu'on a fait tout l'été. Pour ma part, au mois de juillet, j'ai fait un sujet de 5 minutes pour le 20h sur le Valais en Suisse. C'est pas Savoie-Mont-Blanc, mais c'est pas loin.
L'enjeu est de taille, avec des Français sur la défensive. 5 sur 10 sont encore incertains quant à leurs vacances cet hiver. 5 Français sur 10 donc que les stations veulent convaincre. L'hiver, la montagne est la première destination prisée par les vacanciers. Et il y avait du monde jeudi sur les routes de Savoie-Mont-Blanc pour encourager les coureurs du Tour de France. Comme chaque année, les supporters sont arrivés très tôt pour voir passer la caravane publicitaire, véritable institution de la Grande Boucle. Aurore Briffaut a passé la journée avec les caravaniers entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Reportage. Après un réveil plutôt matinal, c'est en musique que la caravane publicitaire démarre sa journée. Les caravaniers se préparent tranquillement pour la 18e étape du Tour de France. Si certains découvrent le Tour, d'autres connaissent les rouages par cœur. C'est le cas de Damien, il est caravanier chez Cochonneau depuis 15 ans. Toujours le même plaisir, la rencontre du public, l'amour du public, il y a vraiment une relation fusionnelle avec le public et la marque. Ils nous attendent vraiment, les voitures, les petites dodoches, le Vichy, la ritournelle qu'on entend dans les haut-parleurs. Le saucisson, le bob. Ah oui, le bob. Ouais, incontournable sur le Tour de France cette année. En plus, ils sont millésimés cette année. On a la petite date dessus, 2020. Donc pour les collectionneurs, c'est vraiment l'objet que tout le monde s'arrache. Chacun a son rôle bien défini. Je suis animateur speaker dans la caravane. Donc c'est moi qui anime et qui annonce l'arrivée de la caravane. Donc je suis dans le premier véhicule. J'ai un micro-casque et ma voix est diffusée sur tous les véhicules que compose notre caravane. On est là pour animer et de distribuer des sourires et du saucisson sur 3500 km. Donc toujours de bonne humeur jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le départ de la caravane est donné 2 heures avant celui des coureurs. Cette année, elle a été réduite à 100 véhicules contre plus de 160 habituellement. Il faut plus de 300 caravaniers pour piloter, distribuer et mettre l'ambiance sur les routes du Tour. L'avant-dernière étape des Alpes. 5 cols au programme, dont un terrible, le plateau des Guillères en hors catégorie. En général, on part vers 10h30, 11h et puis on fait 6 heures d'étape à travers les plus beaux paysages de France, on a cette chance. Et ensuite, après l'étape, on a une deuxième journée qui commence. C'est celle du transfert jusqu'à notre hôtel et en passant par le ravitaillement des goodies et le lavage des voitures. C'est tout un petit train quotidien et ça va nous manquer la semaine prochaine quand ça se terminera. Ouais. Le Tour touche presque à sa fin. Les caravaniers profitent alors des paysages et du public venu en nombre sur les bords des routes jusqu'à la ligne d'arrivée. Et une dernière information avant de se quitter, la baignade sera de nouveau possible d'ici quelques heures sur les plages d'Albigny et de l'Impérial à Annecy. Elles avaient été fermées cette semaine suite à une pollution ponctuelle d'origine encore inconnue. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Restez avec nous dans quelques instants. Juste après la météo, vous retrouvez l'un de nos nouveaux programmes de cette rentrée. En tête-à-tête, c'est un entretien long format chaque vendredi avec une personnalité emblématique. Et pour ce premier numéro, Emmanuel Jaude nous emmène au Contamine-Montjoie, au pied des Dômes de Miage. Olivier Béguin, guide, directeur de l'école du ski français, également directeur de la Compagnie des guides, est une des figures incontournables du territoire. Son portrait, c'est dans quelques instants sur 8 Mont-Blanc. Passez un excellent week-end, je vous dis à lundi.